Bonjour et bienvenue dans ce nouveau PaniniCast, le podcast d'édition de Panini. Et oui, c'est bientôt la fin de l'été. Pour les plus chanceux, vous avez déjà eu, je l'espère, du temps libre pour aller au cinéma, entamer votre pile à lire ou finir vos omnibus. De notre côté, on a continué de travailler sur le planning de sortie de l'année prochaine et des prochaines émissions de la fin d'année. On a beaucoup de choses vraiment cool à vous proposer. On a donc beaucoup lu et on a décidé de vous faire un petit summer special fin de summer avec nos coups de cœur des sorties de juillet et août, que ce soit au niveau cinéma ou au niveau BD. Pour cela, je suis toujours accompagné de la moitié barbue de l'émission, Aurélien. Merci, moitié bouclette de l'émission. Moitié imberbe. On voulait faire deux petits points en préambule de ce Summer Special. Déjà, on voulait vous remercier pour les retours sur l'émission spéciale Pride qui nous tenait énormément à cœur. Et l'autre petit point, c'est quelque chose qui m'a été énormément demandé sur les réseaux sociaux, parce que je le rappelle, je suis le community manager des différentes pages Panini Comics, et on me réclame à corps et à cri depuis un long moment des nouvelles de, on va dire spécifiquement quand même deux séries, qui sont les deux séries autour du Doctor Strange de Jen McKay, et à côté de ça, la nouvelle série Fantastic Four de Ryan North, avec d'abord Coelho au dessin. Et c'est vrai que c'est deux séries sur lesquelles je réponds pas trop quand on me pose des questions dessus sur les réseaux sociaux, pour la bonne et simple raison que, bon, notamment, il y a des big news qui se profilent là d'ici quelques jours, on va dire. Là, on est fin août, donc attendez-vous à des choses dans pas longtemps. Et notamment, en fait, ouais, c'est des séries qu'on n'a pas du tout oubliées, hein, elles étaient complètement sur notre radar, mais c'est vrai que, on va dire que le profil des comics en France, et des comics Marvel en France, a changé quand même ces dernières années. On est passé d'une pré-publication, en tout cas, autour du kiosque, qui était très exhaustive pendant des années, à quelque chose où maintenant on a un certain nombre de soft-covers qui ont ce rôle-là, qu'elles vont d'ailleurs vous réserver à chaque fois un très bon accueil, mais qui du coup est moins exhaustif, et c'est vrai qu'on est sur une publication qui est davantage librairie que kiosque désormais, et donc pour des séries qui sont un petit peu plus secondaires, ou en tout cas qui ont un peu moins les épaules pour être les fers de lance de Marvel, on va dire, ces séries-là, on les garde en tête, mais parfois on décide aussi de laisser un petit peu de temps se passer pour voir comment la série se développe, combien on va avoir d'épisodes à proposer, comment on va pouvoir vous les proposer au mieux, et donc on les oublie pas, on sait comment on va les publier, ça fait un long moment maintenant qu'on sait, par exemple, pour Fantastic Four, mais c'est aussi pour ça qu'on communique pas dessus, parce qu'on veut garder le maximum d'effets pour le moment où on va communiquer dessus. Donc là, on dévoile un petit peu ce que ça va être, hein. Vous pouvez déjà commencer à faire vos suppositions, et on va en reparler très bientôt, mais c'est pour vous dire que oui, c'est normal que vous vous inquiétez un peu quand ça fait un long moment qu'on n'en parle pas, mais en tout cas, non, nous de notre côté, on les oublie pas. Et puis vous vous doutez bien qu'en sortant du Howard the Duck en intégrale ou du Killer Raven, on n'oublierait quand même pas une série Fantastic Four quand même. Non, bien sûr que non. Et en parlant des Fantastic Four, on peut parler un peu des films qu'on a vus cet été, avec notamment Deadpool vs Wolverine. Ceux qui l'ont vu comprendront le clin d'œil. Émile, qu'est-ce que t'en as pensé? Joker. Oui. Non, mais après j'avais déjà dit, mais moi j'avoue je suis pas très fan de Deadpool déjà en général, donc au cinéma, bon, je suis pas forcément la cible du film, donc je laisse Aurélien en parler mieux que moi, je pense. Oui, alors en tout cas, moi, c'est vrai que j'ai un peu sensiblement plus apprécié que toi, on va dire. C'est vrai que j'ai passé un vrai bon moment devant le côté caméo en nombre, mais je m'attendais à pire en fait, presque vu le nombre de rumeurs qu'il y avait, je m'attendais à pire dans le film. Je trouve qu'en plus ils ont su garder une certaine logique à tous les caméos qui apparaissent. Ils viennent vraiment nourrir le discours autour des personnages et l'avancée de l'intrigue. Et ouais, j'ai trouvé que le film moi, il m'a quand même pas mal ému par rapport à ce côté hommage à la période Fox, voire même un peu plus que Fox, des adaptations de comics. Voilà, il y a quand même beaucoup de trucs dedans qui m'ont pas mal satisfait. Après, oui, bon, si on n'est pas sensible au côté blague à rallonge et long monologue de Deadpool qui viennent envahir nos oreilles, le temps peut paraître un petit peu long, c'est vrai, j'imagine. Remarque, il y a une blague sur Furiosa, donc du coup, meilleur film de l'année, c'est bon, du coup.
Ça m'a beaucoup fait rire, cette blague. Ouais, c'était vraiment drôle. Il y a quelque chose de loupé là-dedans quand même. Dans les caméos qui n'apparaissent pas, il n'y a pas Anya Taylor-Joy en Magic. C'est dommage. Mon personnage préféré avec l'actrice d'un des films de l'année, ouais, il y avait un truc au paradis, ouais. Il y avait un truc qui a été loupé là. Mais quand même, moi j'avais une question pour toi, Émile, chef des ventes, pas juste mon deuxième chef des ventes, Baby Boss. Non, mais juste pas la deuxième casquette du Paninicast. Justement, on a accompagné la sortie de Deadpool de Deadpool and Wolverine avec les Deadpool versus en comics. Donc pour si vous n'aviez pas suivi, c'est 9 comics où Deadpool affronte donc divers représentants de l'univers Marvel, de Carnage à Old Man Logan, en passant par Gambit ou encore X-Force. Et du coup, l'accueil du public, il a été comment pour ces sorties ? Il était vraiment très bon, hein. C'est-à-dire que Deadpool, c'est un des personnages où il y a vraiment un effet, on va dire, direct entre le succès du film, et quelques succès du film, d'ailleurs, je crois plus d'1 milliard au box-office, et vraiment l'accueil que vous pouvez réserver après aux publications en librairie qui sont faites pour accompagner le film, que cela soit en fait du côté de l'anthologie Wolverine en coffret, ou alors des Deadpool versus, ou alors du Deadpool Bad or Blood, qui est une création donc du co-créateur de Deadpool, Rob Liefeld, auquel il y a une petite référence qui m'a beaucoup fait rire, le film avec un massage de pieds, non, de chaussures, pas de massage, mais pas de massage des pieds, mais de chaussures, effectivement, qui m'a beaucoup fait rire. Non, en fait, du coup, en vrai, on est quasiment en rupture sur beaucoup de trucs. Super. Donc, du coup, on est content, voilà. Mais on est content parce que c'est vrai que le ton, pour le coup, du film, ce côté un peu irrévérencieux, ce côté un peu sans limite, visiblement, plaît dans une collection avec un concept aussi simple que Deadpool versus, où on sait littéralement ce qu'on va acheter, quoi. C'est-à-dire, c'est clair. Donc, du coup, la bagarre. Merci beaucoup. Exactement. Et donc, merci beaucoup donc à l'accueil que vous avez pu réserver à ces collections et publications diverses. Et sinon, cet été, on a vu quoi d'autre ? On a vu pas mal de trucs, et il y en a un dont je vais reparler plus tard, qui est un vrai coup de cœur, qui sera dans mes recos de fin d'émission. Et l'autre, évidemment, c'est Alien Romulus, qui est sorti il y a une semaine maintenant, au moment où on enregistre, donc le 13 août. Et justement aussi, on parlait de succès en librairie. Les comics Alien étaient déjà en fait des titres dérivés de l'univers qui marchaient très bien. Et là, vraiment, on est pareil aussi. On est toujours surpris en fait de voir la popularité de l'univers et de ce que j'ai pu voir aussi au niveau du box-office. Le dernier film Alien a aussi très bien marché. Ouais, il démarre très très bien en tout cas en termes de BO. Le fait que le film soit une espèce de vrai retour aux racines horrifiques du premier, fonctionne bien. C'est d'ailleurs un des plus dégueulasses, j'ai envie de dire, de la saga. Ils ont tous leur propre identité. Si vous avez eu des enfants il y a pas longtemps, ne regardez pas ce film. Ouais, non, on le sait, chaque film de la saga Alien a la patte de son réalisateur, et c'est vrai que là, Fede Alvarez, c'est celui qui envoie vraiment l'ambiance la plus sale et horreur premier degré en fait de toute la saga, quoi. Voilà, c'est peut-être le plus horrifique de la saga, j'ai envie de dire. Ouais, c'est vrai que pour le coup, il y a des scènes où, même si j'en ai vu quand même pas mal, des films un peu costauds, il y a quelques scènes qui étaient quand même bien vénères quand même. Ouais, c'est un autre niveau de... C'est vraiment... En plus, surtout, c'est que c'est pas forcément graphique, mais c'est surtout dérangeant. Ouais. Parce qu'il aurait pu juste faire une accumulation de gore comme des fois on peut voir dans les comics, où justement on voit des personnages se faire éventrer, des choses comme ça. Mais là, il a touché quelque chose d'assez viscéral, assez profond comme peur, en le liant à des trucs très, je sais pas comment dire, des violences assez intimes en fait. Je sais pas comment dire. Je pense que ceux qui auront vu le film on voit de quoi tu parles. C'est difficile d'oublier cette scène. Donc voilà, notamment. Mais en tout cas, donc belle surprise, en tout cas de mon côté, parce que effectivement, j'attendais de voir ce que fait Alvarez, un réalisateur que moi j'aimais beaucoup parce que il avait un certain sens de l'artisanat que j'aimais bien. Que ce soit en fait quand il reprend des licences aussi attendues que Evil Dead, ou alors même quand il fait ses propres projets, je pense à Don't Breathe qui m'avait bien plu à l'époque. Et là, je trouve que cahier des charges rempli pour ma part, même si après je peux comprendre tout à fait, et puis comme beaucoup de films récents, on inscrive aussi le film dans une saga avec certaines références, certains clins d'œil, plus ou moins appuyés, donc ça je peux comprendre que ça puisse agacer.
mais à la sortie de la salle, j'étais quand même plutôt satisfait par le côté. J'ai quand même eu mon petit moment de dégoût. J'ai été accroché par une construction horrifique qui, à certains moments, est quand même bien faite. Donc, pour moi, sans évidemment égaler on va dire les premiers volets qui sont peut-être indépassables, mais rien d'indépassable peut-être, je trouve que, en tout cas, moi, j'ai passé un bon moment, entre guillemets. Non, mais en plus, c'est vrai que moi, j'ai bien aimé la thématique de la fraternité, qui est en plus sous-entendue par le titre du film, hein, Romulus, Rémus, tout ça, etc. Ouais, non, et sinon, c'est vrai qu'en comics, en France, en comics Alien, on vous a du coup proposé désormais l'intégralité des omnibus Alien qui retrace en fait toutes les publications de Dark Horse quand ils avaient la licence. Alors pas tout à fait, parce que en fait il y a aussi les Predator, je crois. Ouais, il y a tout ce qui est crossover et Prometheus et choses comme ça qui ne sont pas dans ces 4 volumes et qui a priori feront l'objet de d'autres omnibus en VO qu'on adaptera par la suite. Et sinon, à côté de ça, Marvel a sorti en fait 2 séries pour l'instant. Une série en 3 tomes par Philip Kennedy Johnson, qui commence à devenir un nom que vous reconnaissez sans doute si vous êtes fan de comics. Chez la distinguée concurrence, il a maintenant un long run sur l'Homme d'Acier, et chez nous il a commencé un travail extrêmement qualitatif sur un autre monstre qui est Hulk. Et il y a une série en 2 tomes, sinon, par Declan Shalvey au scénario et un tout petit peu au dessin, et Andrea Broccardo pour la grande majorité de la partie graphique. Et en fait, c'est deux sagas qui jouent un peu le rôle de saga, mais qui à la fois sont des histoires séparées, etc., et qui développent plein d'idées intéressantes sur le lore, sur la manière dont l'ADN alien peut s'hybrider, etc. Ce sont des ajouts que je trouve vraiment pertinents et chouettes pour ma part. C'est plus que des ajouts, hein, je trouve. Moi, c'est vraiment c'est comment tu peux mettre l'alien dans des situations différentes. Donc, moi, je pense notamment au tome 2 de la série de PKJ, comme on l'appelle entre nous. J'ai oublié le nom, mais en tout cas, ça se passe dans une communauté sur une planète avec un aspect un peu messianique. Et j'ai beaucoup aimé cette vision-là de l'alien, en fait. Parce que c'est vraiment, je trouve, l'alien en fait souvent est utilisé comme une espèce de perturbateur un peu des situations données. Et là, en fait, on n'est pas dans un moment où de voyageurs dans un vaisseau spatial qui vont vers quelque part. Là, on est vraiment sur une planète avec une communauté qui est déjà établie. Et le rôle que va jouer l'alien dedans, à mon avis, est peut-être un des meilleurs que j'ai vu de la saga, je trouve. Et j'aime beaucoup aussi également le run de Chalvey en 2 tomes avec Broccardo. Alors, les deux peuvent se lire plutôt indépendamment, mais c'est quand même, ils sont beaucoup plus reliés entre eux que la série de Philip Kennedy Johnson. Et là, pour le coup, on retrouve aussi ce côté de l'espèce qui peut s'adapter le plus, qu'on retrouve d'ailleurs dans Romulus, avec justement des aliens un peu plus hivernaux, donc qui se sont adaptés à des climats très glaciaires, hein, avec une espèce de fourrure, une carrure beaucoup plus épaisse, comme des ours polaires en fait. C'est vraiment, je trouve intéressant ce qu'ils ont fait là-dessus. Et je trouve, voilà, aussi pour parler d'Omnibus, que ça permet d'être un très bon complément aux histoires plus classiques, parce qu'il y a des super histoires dans les omnibus. Il y a l'histoire de la Constante dans le 4e omnibus, avec Stockway au dessin qui est magnifique. Ou alors on a aussi des histoires très intéressantes quand on s'intéresse au making-of des films, puisqu'on a par exemple une histoire qui adapte le script de Gibson, de Alien 3. Donc vraiment, si vous aimez la saga Alien... Gibson, l'auteur, le romancier qui a signé Neuromancien notamment. Voilà, un des pères fondateurs du cyberpunk, entre autres. Et donc oui, non, vraiment, il y a vraiment des super tueries dedans, au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs. mais vraiment, ouais, si vous aimez la saga, foncez dessus, quoi. Ouais, d'ailleurs, moi, pour le coup, j'ai pas lu les omnibus, hein, je vais être honnête, mais avec ma casquette de community manager, je voyais vraiment une appétence forte pour ces histoires, quoi. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y en avait un qui sortait, j'avais pas mal de gens qui venaient me réclamer « Hey, le tome d'après, il sort quand ?» etc. Et je voyais sur les réseaux les gens qui postaient les photos du tome, etc. J'ai vu beaucoup d'enthousiasme, en fait, autour de ça, plus que sur d'autres sorties, quoi. Voilà, et c'est vrai que
En tant que lecteur, ça m'intrigue aussi, du coup, j'ai envie d'aller jeter un œil, notamment aussi parce que je sais que oui, on retrouve du Mike Mignola ou des choses comme ça aussi dedans. J'ai une couverture affichée d'ailleurs. Ouais, voilà, On parlait de messianisme très christique, avec une espèce de piéta en fait, avec un alien dessus. C'est une des plus belles covers qu'ait fait Mignola, je trouve. Il y a des trucs chouettes. Et d'ailleurs, l'année prochaine, il y aura un gros temps fort Alien aussi, qui sera, bon, on peut clairement le dire, hein, la série Alien versus Avengers. Ouais, là j'avoue, là, je guette en fait les fichiers envoyés un peu en avance des single issues pour mettre la main dessus, parce que vraiment, c'est typiquement le projet. Je crois qu'on en a déjà parlé. Durant une émission qu'on a évoqué un peu les sorties à venir. C'est bien le projet, on s'est dit ok, et puis après on a vu les noms des scénaristes et dessinateurs. Ouais, Jonathan Hickman et Zad Ribic. Bon, donc l'équipe de Secret Wars qui revient pour faire un crossover, et puis aussi entre temps il y a eu la très bonne surprise de mon côté, moi, du Wolverine Predator qui était vraiment très popcorn, et je trouvais que justement Alien Avengers, il y a moyen avec une telle équipe artistique que ça permettre de vraiment combler, en fait, à la fois de coller à l'esprit de la saga Alien et en même temps d'offrir un truc un peu ambitieux en termes de narration et en termes d'ampleur avec de tels artistes dessus. Ouais, donc, et surtout qu'à priori ce prochaine, sera hors continuité, donc il y a la possibilité peut-être de tous se tuer. Ah, ça va être un nouveau Stormwatch Alien. Tu vois. Soyons honnêtes, au fond de nous, qu'est-ce qu'on a envie ? C'est de voir quand même quelques Avengers clamser au passage. Hein, on a cette petite envie un peu cynique et malfaisante au fond de nous. Et on aura aussi également l'anthologie Black, White and Blood, qui n'aura jamais aussi bien porté son nom que pour l'Alien. Alors ça, j'avoue, moi, les premiers numéros que j'ai pu lire sont vraiment cool. Donc c'est purement plaisir graphique d'avoir un bel artbook Alien en grand format. Ah, et tant qu'on est à parler de faire le listing, du coup, je vais parler du What If Alien, qui est quand même un des principes les plus géniaux de What If possible. C'est-à-dire qu'ils font une mini-série complète autour d'un seul principe qui est: et si Burke, ce personnage tellement antipathique de Aliens de James Cameron, qui est désolé, je vous le spoil si vous avez pas vu le film, mais qui est ce gros traître de Weyland Yutani dans le film de James Cameron. Bon, il meurt dedans, il se fait bouffer. Mais le what if, c'est: et si jamais il s'était pas fait bouffer? Et en fait, c'est un what if centré autour de ce personnage d'enfoiré de Burke, complètement centré sur lui et sur sa vie après sa rencontre avec les aliens, et du coup il est tout aussi minable qu'il ne l'est dans le film, et ce qui est rigolo en plus, c'est qu'il est le comics de mémoire est coécrit par l'interprète de Burke, donc on est sur un principe qui est quand même à la fois de niche et à la fois extrêmement réjouissant, parce évidemment on va suivre la médiocrité humaine dans cette mini-série. Bon, en tout cas, faut qu'on arrête de nerder, vous l'avez compris, on adore Alien, on a très hâte de proposer les autres séries en rapport avec l'univers, et on se retrouve l'année prochaine pour en parler là-dessus, justement. Ouais, on fera une émission spéciale, je pense. Ouais. Avec un xénomorphe. Le truc le moins radiophonique du monde. Oh mon dieu. Ok. Si on restait sur du cosmique? Eh bien, continuons sur du cosmique. Enfin, du planétaire, plus que du cosmique d'ailleurs. Ouais, en tout cas, on change de planète, on va direction Mars, c'est ça? Ouais, X-Men Red, du coup, voilà. Donc, qui est plus pour Mars que pour le communisme d'ailleurs. Je tiens à le préciser quand même. Direction Mars, donc. Direction Mars, voilà. Le dieu de la guerre. Et du coup, non, mais c'est vrai, le dieu de la guerre. Oui. Et donc là, du coup, justement, Mars qui, Petit spoiler peut-être, si vous avez suivi le Hellfire Gala qui remonte un peu déjà, donc qu'on a sorti en Deluxe il y a quand même quelques temps maintenant, Mars est devenu en fait la terre d'Araco, donc qui a recueilli en fait les mutants de l'île qui était en parallèle de Krakoa, et dans ce Hellfire Gala, on voyait les mutants faire rien de moins qu'une terraformation de Mars pour accueillir toute cette population mutante, donc faisant de Mars du coup la planète officielle des mutants, ce qui va leur attirer quelques ennemis. Et donc X-Men Red, une série donc scénarisée par Ali Wing et dessinée par Stefano Caselli,
qui prend la suite donc de Sword, sa série qui était faite avec Valerio Schiti notamment, je crois. Voilà, et qui va raconter comment Tornade, Ororo, va gérer la planète Mars et notamment gérer les traditions ancestrales du peuple mutant d'Araco, comment en fait ces événements-là, enfin les événements de Axe vont impacter aussi la série X-Men Red. On va suivre du coup des personnages nouveaux, on va aussi suivre des personnages qu'on connaît très bien, notamment un certain ancien empereur qui a fait un génocide dans la galaxie. Donc et un frère Summers notamment, ouais, vraiment une série que moi j'aime beaucoup, mais je crois que vu que c'est du Halloween, tu vas en parler encore mieux que moi, je pense. Tu me mets la pression, mais oui, en effet, c'est une série que j'adore. Tu parles de Tornade, mais c'est aussi une série où Magneto et oui. Solar Sunspot sont extrêmement mis en avant, et ce sont plein de personnages que Halloween maîtrise sur le bout des doigts. Et ouais, c'est toute la qualité d'écriture des Wing, qui est capable à la fois de mener de front de la géopolitique sur une planète inconnue, en fait, hein, on va dire, parce que c'est une Mars terraformée avec un peuple mutant qui s'est éloigné pendant des millénaires de la Terre. C'est quand même un peu une planète inconnue. Et avec un focus très très fort sur les personnages, sur leur écriture, sur leurs doutes et leur développement, tout en utilisant des pièces qui ont été un peu parfois oubliées ou laissées de côté. On va voir réapparaître à certains moments Nova, par exemple, qu'il avait utilisé dans les Gardiens de la Galaxie et qu'il en profite pour faire revenir ici. Et ouais, c'est complètement brillant et bizarre et singulier à la fois. C'est-à-dire que cette série-là, on ne pouvait pas l'imaginer avant Krakoa. Est-ce qu'on pourrait l'imaginer après Krakoa ? Je ne sais pas, parce que je ne vais pas parler des choses qui sortent donc dans 6 mois et gâcher le plaisir de tout un chacun. Mais en tout cas, ouais, il y a une singularité folle dans le récit. Et c'est évidemment pas la série mutante que je mettrais forcément dans les mains de quelqu'un qui n'a jamais lu les X-Men, mais si vous êtes en train de suivre la saga Krakoa, on va dire, ouais, jetez-vous dessus, c'est de l'excellente cam. C'est vraiment... On va encore le répéter, mais si vous vous intéressez aux X-Men, sur la série notamment de tout ce qui est Krakoa et compagnie, on va dire pas la trilogie, mais on va dire les 3 séries principales, X-Men de Gann, Immortal X-Men de Gillen et X-Men Red de Ewing, c'est vraiment le navire amiral vraiment de cette ère-là. Ouais, c'est un trio qui défonce. C'est vraiment formidable, quoi. Et puis on va en parler d'ailleurs en fin d'année, ça se paraît, on a déjà pu l'évoquer, mais sur Sin of Sinister, ça donne des épisodes, mais... Ouais. C'est extraordinaire. Et surtout ce que, comme tu dis, Ewing arrive à maintenir aussi bien l'aspect géopolitique, l'aspect aussi serial, en même temps aussi l'aspect épique, parce qu'il y a des épisodes où un personnage arrive, même avec une grosse blessure, à se maintenir et à donner tout ce qu'il a, et c'est tellement beau à voir, en fait. Enfin, genre, c'est vraiment ce côté en mode genre, waouh. Ah, sans rien spoiler, mais les épisodes qui sont en tie-in à Judgment Day, à Axe Judgment Day, c'est de la folie furieuse. Voilà. Ouais. on n'en dira pas plus pour vous laisser. Et la gestion de l'après, en plus. Oui, aussi. Tout est vraiment, ouais, non, c'est. Donc bref, en tout cas, on adore. Tu geeks à fond, j'adore. Et on reste sur du Halloween encore. Ouais. On reste sur du Halloween, on va, j'ai envie de dire, on va changer d'ambiance, et en fait, pas tant que ça. On va parler de épique. Ouais, c'est cosmique, c'est épique, ça, c'est quand même centré sur les personnages et leur développement, et c'est Venom, en fait. Donc c'est vrai que quand on pense à Venom, de manière historique, on va pas penser à cosmique, épique et des choses comme ça. Et pourtant, c'est vrai que Donny Cates, dans son run qu'on est en train de republier en deluxe, là, le tome 1 vient de sortir, et les tomes 2 et 3 finiront de publier tout ça. Le run de Cates, il a injecté des idées qui sont assez démesurées quand même entre, je sais pas comment on le dit, nul.
KN en Non, je anglais, sais pas. c'est KN, ouais, no, donc bon. le Bref. King Black. Ouais, le roi en noir, donc. C'est toutes les idées autour des symbiotes, il les a emmenés, en tout cas, très loin dans quelque chose de cosmique et même on a envie de dire, de création du monde, ou quoi. Il a créé une cosmogonie symbiotique. Ouais, super, très bon terme. Et c'est vrai que quand il termine son run sur Venom, Kate, il laisse ses personnages dans des situations qui sont à la fois très cool et à la fois pas forcément hyper faciles on va dire, à reprendre. On n'est pas dans il remet un statu quo hyper semblable à la manière dont il l'avait eu à la base. Pour faire le lien avec Conan, en fait, ce qui est intéressant, c'est quand Conan devient King Conan, justement la gestion qu'il a de son royaume, et on voit que c'est pas forcément un truc qui lui sied. Et ce qui est intéressant justement avec Venom, c'est qu'il est devenu King Black à la suite du run de Cates. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe, quoi? Ouais, qu'est-ce qu'il va faire Bravo, t'as gagné. C'est quoi ses nouveaux pouvoirs? Ouais, bravo, t'as gagné. Et maintenant. Et non, mais c'est vrai, je trouve que c'est une question qui est toujours intéressante dans les récits épiques ou dans le manga Freerun, par exemple, aussi, tu vois. Qu'est-ce que tu fais quand t'as gagné contre le grand méchant c'est marrant, je pensais à celui-là aussi, là, quand je disais ça, et c'est vrai que et l'après, alors, qu'est-ce que c'est? En plus, dans un univers comme l'univers Marvel, qui est un univers où y a pas de fin, on va continuer de vivre des aventures avec ces personnages dans les décennies à venir, c'est toujours très intéressant. Et alors, Alley-Wing, avec au début Ramvi qui l'accompagne, et un petit peu après Thorne Grandbeck aussi qui fera une petite apparition, il va pas donner de réponse simple à ça. Clairement pas. C'est peut-être un des plus compliqués à résumer de l'année. Je pense le run dans lequel il emmène, mais je dirais que je ferai le lien avec son Immortal Hulk pour le côté de je vais prendre des éléments des runs précédents, je vais pousser le côté psychanalyse à fond, c'est-à-dire que Venom va littéralement être confronté à son moi, à son surmoi, à son ça, toutes ces itérations en fait et tout le développement du personnage qu'il a pu avoir dans le passé, pour justement le construire et en faire devenir le vrai roi en noir. Et là, à peu près, au stade où on en est de la publication en français, donc au tome 5, si je dis pas de bêtises, on en est en fait à un moment où il vient de maîtriser ses pouvoirs et on découvre ce que peut faire le roi en noir. Et c'est pas du tout en fait les mêmes pouvoirs juste un symbiote entre guillemets simple. Donc ça, c'est une première partie. Et ce qui est l'autre volet intéressant, même si honnêtement, et c'était un des points faibles, la partie Ramvi du début qui accompagne en fait le fils d'Eddie Brock, une partie plus urbaine et à mon goût un peu moins forte que la partie dans laquelle emmène Alley-Wing, donc Eddie Brock, mais on a quand même un parallèle intéressant de développement de deux personnages en parallèle. Un personnage qui est très jeune, qui, on le sait depuis le run de Cates, a développé des pouvoirs, a une espèce de génome un peu curieux au niveau des symbiotes et semble contrôler, ou en tout cas pouvoir séparer des gens de la ruche, du pouvoir en tout cas du roi en noir. Et on a Eddie Brock qui est en train littéralement d'essayer d'affronter son passé, son présent et son futur. Donc c'est un peu compliqué. et sachant que du coup il y a une relation aussi père-fils qui du coup sert aussi de miroir à ça, dans le sens où son enfance est aussi d'une certaine manière son passé et son futur quoi qui sont incarnés. Donc il y a vraiment et de la même manière pour Dylan, son père représente des facettes de ça. Donc c'est vrai que c'est assez passionnant, c'est très compliqué. Il y a énormément de presque de paradoxes temporels ou de choses comme ça qui sont assez rigolos à suivre. C'est très bien mené là-dessus. Moi je sais que je peux être du genre à tiquer sur les paradoxes temporels, et donc là non, ça passe bien. Mais en fait je trouve que j'ai envie de dire c'est une lecture exigeante mais qui est vraiment super cool. C'est-à-dire que j'ai envie de dire, si vous avez lu le premier, que vous avez fait ok, continuez, parce que vraiment, au tome 2, au tome 3, vous allez commencer à avoir les payoffs de suivre, et ça va être le genre de série où vous allez vous dire « Ah putain, mais c'est de mieux en mieux !» Et vraiment, il y a vraiment ce côté-là. En plus, je trouve que on a quand même un Brian Hitch qui assure je sais plus, je crois, les 17 premiers numéros du début du run. Après, on a Cafu qui va en faire quand même une bonne partie de l'après. Donc, on a en plus
une qualité graphique assez élevée qui se tient, quoi. Cafu, Brian Hitch, on n'est pas sur des styles qui sont complètement à l'opposé non plus. Et on se retrouve avec une série qui, se bonifie vraiment avec le temps. En plus, Alley Wing fait partie de ces personnes qui sont capables d'utiliser les crossovers ou la continuité ou les events du moment pour venir injecter des nouvelles idées et dynamiter un tel ou tel élément de manière extrêmement intelligente. On le voit avec Dark Web, il va utiliser Dark Web pour refaire une rencontre entre Dylan et Eddie, mais pas forcément celle à laquelle on s'attend, etc. Et donc il y a plein de choses comme ça qui sont extrêmement malines. Moi là, il se trouve que je continue de la suivre en VO et j'ai lu du coup les premiers épisodes de la saga actuelle qui s'appelle Venom War. Ça reste suffisamment vague pour que je puisse vous dire le nom sans vous spoiler quoi que ce soit. Et Wing continue de s'éclater, et vraiment de s'éclater, il y a des idées qui sont complètement folles. Vraiment en continuant, ce mélange de cosmique, d'épique, et à la fois d'analyse des personnages, de creuser leur caractère et venir l'illuminer en fait sous tous les angles. Voilà, vraiment, on se disait après Donny Cates, qui est-ce qui va pouvoir s'embarquer là-dedans, et après ce qui est quand même un des meilleurs runs, voire le meilleur run de Venom de tous les temps, qui est-ce qui va pouvoir oser faire la suite? Alley Wing ose, et il ose vachement bien à mon sens. Et si on parlait brièvement du tome 2 du Captain America de Brubaker? Ouais, alors je viens de dire le meilleur run de tous les temps en parlant du Venom de Cates. Est-ce que j'ai envie de dire que le run d'Ed Brubaker et Steve Epting, entre autres, sur Captain America est le meilleur run de tous les temps sur Captain America? Bon, faudrait pas trop me pousser pour que je le dise. Je sais que mon ami Fred a une longue liste. Grunwald Quoi? Il va te sortir Grunwald, j'imagine. Ouais, voilà, il a sa liste où Brubaker n'est pas premier, mais quand même très bien placé. Je pense que pour beaucoup, le run de Brubaker sur le Captain est en tout cas sur le podium, on va dire, pour quasiment tout le monde. C'est un des, c'est en tout cas pour moi, c'est le meilleur que j'ai lu. C'est un de ceux qui à la fois qui mélange le côté le plus blockbuster, parce qu'il y a des idées qui sont vraiment énormes, et à la fois le côté on est sur de l'analyse de perso, on est au plus près de leur vie, on est au plus près des personnages qui sont derrière les costumes aussi. On n'est pas que sur le héros dans le drapeau étoilé, on est aussi sur Steve Rogers, et du coup sur sa relation avec Bucky Barnes, parce que c'est plus un spoiler depuis longtemps. Dans le Captain America de Brubaker, un de ses premiers actes est de faire revenir à la vie, en fait il n'était jamais mort, Bucky, et d'en faire le soldat de l'hiver. Donc une idée qui depuis a été adaptée au cinéma dans le MCU, et avec le deuxième tome de Omnibus, donc toute la série sera disponible à la fin en 5 omnibus. Le deuxième tome, il s'intéresse en fait à la période autour de Civil War, et avec à la fin de Civil War, pareil, désolé, c'est un spoiler, mais bon, au bout d'un moment, il y a quand même une date de péremption, avec à la fin de Civil War, la mort de Captain America. Alors, est-ce qu'un super-héros peut mourir? Non. Par contre, celui qui porte le costume le peut. Donc, Steve Rogers décède, mais qui est-ce qui va reprendre le manteau de Captain America à ce moment-là? Pareil, là, pour le coup, je vais le garder un petit peu sous le voile du spoiler, même si tout le monde le sait sans doute. Mais en tout cas, ça fait partie des grandes, des grandes époques de Marvel, des grands moments qu'on a pu lire. C'est vraiment un run formidable. C'est le genre où s'il y a des gens qui avaient encore des espèces de pudeurs de gazelle en mode Captain America c'est celui qui représente l'impérialisme américain, bon, lisez le Captain America de Brubaker pour vous rendre compte que non, c'est absolument pas le cas. En plus c'est fun, en plus il y a de la SF, en plus il y a des rebondissements, il y a des super-héros qui se tabassent et c'est cool. Non, vraiment c'est de l'excellente cam, et ça fait partie des grandes sagas que tout le monde devrait avoir chez soi. Et avec un film l'année prochaine, rassurez-vous, la suite arrive très bientôt. Et quant à moi, je voulais aussi parler d'une suite, et d'une fin, pour le coup, avec le She-Hulk d'Dan Slott. Dan Slott, qui à ce moment-là était vraiment pas le scénariste du plus long run de Spider-Man qu'on avait eu jusqu'ici, donc Slott était encore
Dans cette phase, moi que j'aime beaucoup, où avec She-Hulk, il avait proposé en fait ce qui va servir de base pour la série télé qui est sortie il y a quelques années, maintenant, où il va vraiment faire une espèce de She-Hulk, une Ally McBeal, mais avec en même temps un côté cosmique, sexy, drôle. Moi qui m'a beaucoup plu. Autant donc le premier tome était en partie déjà édité en France, autant là ce deuxième tome est vraiment totalement inédit, en tout cas de notre côté, et avec ce tome-là, on retrouve rien de moins en fait que la mention d'un conflit qui viendra après plus tard, quasiment presque 10-15 ans après, dans son run des Fantastic Four, la Reckoning War. Et donc c'est dans ces opus, dans ces chapitres-là, donc de She-Hulk, que la Reckoning War, donc une guerre galactique ancestrale, a été évoquée la première fois et va être réutilisée donc des années plus tard. Mais en dehors de ça, ce qui est intéressant avec le run de Slott, c'est qu'il va convoquer une galerie de personnages très loufoques, que ce soit des méchants de série B ou Z, ou alors même comme s'appelle Two Eye Jack, qui est un cow-boy, ou alors même des garines méchants un peu loufoques, pour justement graviter autour de She-Hulk. On va aussi avoir des chapitres sur Eros, où on va mettre littéralement en exergue toute la culture du viol, en fait, littéralement, de Eros, où en gros, quand on est un être cosmique aussi puissant qui peut créer de l'attraction entre les gens, est-ce que les personnages avec lesquels il a pu avoir des relations sont vraiment conscients d'être amoureux de Eros ou pas? Et il va y avoir un procès autour de ça, et je trouve que c'est très malin au début des années 2000 de parler de ça déjà dans les comics, et d'évoquer aussi tout simplement aussi la sexualité des personnages de comics. Et c'est ça que je trouve que justement She-Hulk est vraiment un personnage intéressant, parce que finalement c'est un des personnages les plus adultes de Marvel. Et je trouve que ce run, en tout cas de Slott, m'a beaucoup plu, ce que je ne connaissais pas, et je suis très content qu'on puisse le proposer, et j'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. Ouais, c'est vraiment de la super cam, le She-Hulk de Slott, avec pas mal de dessins de Bobbio, d'ailleurs, Juan Bobbio. Et ouais, non, il y a vraiment ce côté mélange de comédie et de vraiment beaucoup de cœur. Tu dis, ouais, il y a toute une galerie de personnages loufoques qui fait graviter, mais il est jamais moqueur vraiment directement avec eux, Dan Slott. Tu sens qu'il les aime, Non, ces personnages. c'est vraiment un soap opéra ou une sitcom, en fait, entre guillemets. Du coup, à ce côté, on a du plaisir à retrouver des personnages récurrents, une galerie de personnages secondaires qui fait briller le personnage principal autant que le personnage principal est fait briller. Ouais. Et c'est vraiment ça qui me plaît vraiment dans cette série-là, que j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à lire. Ouais, je suis complètement d'accord. J'ai pas encore lu le tome 2, mais pour avoir lu le tome 1, c'est complètement ça. Et en parlant de tome 1, on en a déjà parlé, on va en profiter pour en reparler. Et d'ailleurs, toi, pour faire une petite clarification, parlons donc du tome 1 de Phantom Road de Jeff Lemire et Gabriel H. Walta. Jeff Lemire, dont j'avais maladroitement évoqué le début de carrière, en évoquant le fait qu'il ait fait de l'indé et du mainstream. J'ai peut-être pas été assez clair dans ma formulation, mais je sais qu'il a commencé dans l'indé, qu'il a fait du mainstream et qu'il a toujours mené justement les deux casquettes simultanément. Et d'ailleurs, entre-temps, il y a eu l'info comme quoi il va faire notamment le Absolute Flash et le JAC, je crois, chez DC Comics, donc ce qui est une très bonne nouvelle d'ailleurs, parce que j'aime beaucoup cette série. En fait, quand t'avais fait la formulation, moi, spontanément, j'avais corrigé dans ma tête ce que tu disais, parce que je sais que t'es un énorme fan de Lemire, que t'as quasiment tout ce qu'il a fait chez toi, que tu connais du coup tout par cœur. Donc, la formulation était certes maladroite, mais j'avais corrigé d'office. Mais c'est vrai que Phantom Road, du coup, ouais, j'en avais parlé, j'avais dit que c'était super. Est-ce que tu veux en parler et dire que c'est super aussi? Oui, on l'avait un peu appelé, je crois, MacGuffin de comics, quoi. C'est-à-dire que c'est littéralement, en fait, un comics. Comment dire ? C'est compliqué à expliquer pourquoi c'est bien, parce que, en fait, c'est un comics qui est à l'os. C'est vraiment une histoire où on lit les pages, c'est ultra bien construit, mais c'est tellement fait avec de la simplicité qu'en fait, on se rend même pas compte à quel point c'est bien construit. C'est-à-dire qu'on enchaîne les péripéties avec ce couple un peu bizarre qui va du coup être sur une route, voilà, transporter on ne sait pas quoi. Et donc, on les voit avancer. Et en même temps, on a des mystères, et il y a ce côté aussi à la fois sériel, où on va un peu comme dans une série commencer par un foreshadowing d'un truc qui va arriver, et puis après on va y faire mention plus tard. Et en même temps, on a l'impression de lire un comics, mais en même temps, c'est suffisamment fluide pour pas non plus faire trop haché.
niveau de la narration. Je sais pas si je suis très clair, mais... Bon, alors moi qui l'ai lu, c'est clair en tout cas. Mais en fait, je voulais rebondir sur ce que tu disais sur la simplicité. C'est vrai, j'y pensais pas, mais c'est vrai, t'as complètement raison. C'est-à-dire il y a une vraie difficulté à faire simple. C'est vrai dans le comics, c'est vrai au cinéma, c'est vrai partout. Réussir à épurer autant. Et alors, en disant épurer, on a l'impression qu'il se passe pas grand-chose, mais en fait, c'est gorgé de scènes, de trucs qui font avancer l'histoire. Et les mystères mystérieux, il y en a déjà plusieurs qui, au fur et à mesure des 2 premiers tomes, ont déjà été dévoilés. Donc, on avance quand même assez rapidement aussi sur les intrigues, mais justement, c'est vrai, ouais, quand tu dis que c'est à l'os et que c'est très pur comme geste artistique, je suis complètement d'accord. Et c'est vrai que c'est pas si évident que ça de faire quelque chose qui soit aussi simple avec des guillemets que ça. C'est peut-être pour ça aussi que je pense à des choses comme la 4e dimension quand on lit Phantom Road. Je trouve que on a cette espèce de simplicité de concept qui peut aussi avoir dans la 4e dimension ou du Stephen King. On a ce genre de simplicité parfaite, j'ai envie de dire. Nous là, c'est les lectures de l'été qui nous ont marqué, on va dire. Je suis sûr que vous en avez plein de votre côté qui vous ont marqué aussi. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires sur les différents réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à nous interpeller sur des questions, comme vous avez pu voir quand il s'agit de Doctor Strange et Fantastic Four. On essaie de vous répondre, en tout cas. Ouais. Au bout de 5 ou d'insultes, on répond. Non. Et je te remercie de me faciliter mon travail. Avant de conclure, on va passer aux recommandations qu'on fait à chaque fin d'émission. Commençons par toi, Émile. Ouais, alors j'essaie de pas faire trop long, parce que c'est un de mes sujets. Alors, petit 1. Non, j'aurais pu parler de plein de choses, j'avais plein d'idées en tête, exposition Godzilla, à Japan Expo, enfin plein de trucs, voilà. Mais finalement, je me suis dit, autant rester dans l'actualité, et puis de parler donc d'un des meilleurs films de l'année pour moi, qui va donc Twilight of the Warriors. En français, il est sorti sous le nom de City of Darkness de Soi Cheng. Soi Cheng, on en parlait justement un peu en off avec Aurélien juste avant, qui est un réalisateur hongkongais qui, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que les distributeurs se sont intéressés vraiment là cette année, puisqu'en un an on a eu quasiment 3 films de lui, un auteur justement qui était un peu dans le giron de Johnny To à Hong Kong et qui, malgré certains projets personnels, n'avait pas forcément eu trop les faveurs de la salle en France. Et là, je suis très content parce que donc après Mad Fate, qui est sorti le mois dernier, on a eu ce qui, je pense, en tout cas, un film vraiment important pour moi, je l'ai trouvé. Donc City of Darkness, qui est un film avec un concept très simple, qu'elle appelle d'un roman, si j'ai bien compris. Et ce concept très simple, c'est juste qu'en fait, à l'époque, à Hong Kong, il y avait donc une cité qui s'appelait Kowloon, qui était donc une espèce de bar énorme avec plein d'immeubles dedans. Et c'est une espèce de truc un peu immobilier qui après a été détruit un peu avant donc la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Et dans ce complexe-là, on va retrouver donc toute une communauté qui vit et qui va du coup se retrouver à lutter contre notamment la pègre hongkongaise. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à travers ce microcosme, dans ce espèce de bloc urbain, Soi Cheng fait un film qui est à la fois un film d'une profonde mélancolie sur le Hong Kong donc d'avant la rétrocession, qui est un thème assez récurrent dans le cinéma hongkongais, surtout évidemment dans les années 90 et autres, et puis aussi un film qui est d'une profonde modernité, qui est aussi un message un peu d'héritage, puisque en fait au casting on va retrouver donc des grandes gloires du cinéma hongkongais. Je pense notamment à Sammo Hung, qui est le plus connu, qui est un immense chorégraphe et acteur et réalisateur hongkongais que peut-être on connaît par le film de Shanghai qui passe à l'époque sur M6, mais qui est bien plus que ça. Et donc ces acteurs-là, donc vieillissants évidemment, vont passer le relais à une nouvelle génération, comme Soi Cheng, qui est aussi un homme d'un certain âge, qui va passer le relais. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il fait aussi la jonction entre Kowloon, qui pour moi est un mini Hong Kong, une espèce de métaphore un peu du Hong Kong d'avant 97, avec en même temps une modernité au niveau des chorégraphies, puisque c'est un chorégraphe japonais qui fait les chorégraphies, et c'est des chorégraphies qui sont vraiment over the top, et c'est vraiment super bien d'avoir un côté un peu sec à la Donnie Yen, avec en même temps des cascades et des espèces de voltiges vraiment cool, et en même temps un côté très fantastique à certains moments, fantastique surtout lié au kung-fu et
et qu'on peut trouver dans les films d'arts martiaux et les films de chevalerie chinois. Et vraiment, j'ai trouvé ça, ce lien entre les wuxia, donc les films de chevalerie des années 60-70, et en même temps ce côté très moderne au niveau des chorégraphies et au niveau de la musique qui est signée par Kenji Kawai, le grand compositeur des films d'animation de Mamoru Oshii. Je trouvais ça vraiment super cool, et désolé d'avoir fait trop long, Aurélien, mais c'était trop bien. Non, c'était pas trop long, j'ai eu le temps de voir ma barbe pousser, mais à part ça, tout va bien. Non, mais en plus, je t'écoutais que d'une oreille distraite, parce que la vraie raison, c'est parce que je meurs d'envie d'aller voir le film, donc j'essaie de me garder vierge du maximum d'infos. Déjà que je suis allé lire toute l'histoire de la citadelle de Kowloon sur Wikipédia, et que c'était passionnant, mais voilà, ça fait partie des films que j'ai très envie de voir actuellement. Et pour ma reco, on va rester en Asie. En fait, je me suis rendu compte que j'ai été complètement contaminé par les Jeux Olympiques et que j'ai passé mon temps à les regarder, et du coup j'avais envie de me lire du sport. Voilà, j'avais envie de continuer sur du sport, moi qui n'en fais pas, au moins en lire. Du coup je me suis embarqué dans la lecture de IQ, les As du volet, avec la nouvelle édition, la Smash Edition là, qui sort, qui sont des gros pavés qui reprennent tout ça. Et du coup on est dans le manga de sport très classique, hein, dans tout ce que ça peut avoir. On pense évidemment à des choses comme Slam Dunk et compagnie, mais c'est extrêmement bien fait là sur les 3 premiers tomes, donc qui doit représenter l'équivalent de 8 tomes classiques. On est sur quelque chose de hyper efficace, ça fonctionne très bien, les différents personnages sont attachants, le côté un petit peu toujours nécessaire d'explication pour les noobs sur le volet marche très bien, moi qui est pas tant regarder que ça le volet en plus durant les JO. Donc non, ça fonctionne super bien. Donc voilà, si vous avez envie d'un manga de sport et que vous avez déjà fait les classiques du genre que sont Slam Dunk ou A-Shield 21, n'hésitez pas à vous jeter sur IQ. Bon, bah écoute, on a comme prévu fait très long. On avait beaucoup de choses à raconter. Moi j'ai fait court sur ma reco, moi. Oui, bon. À d'autres. Hein. On n'a pas fait court sur Halloween. Et donc, écoutez, on vous retrouve assez vite, hein, parce que disons qu'il y a un programme très chargé pour la fin d'année. On vous prévoit des nouveaux invités, des émissions thématiques, donc beaucoup de choses. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Et du coup, on vous souhaite une très belle fin d'été. Et on vous redit à très bientôt. Salut. À très bientôt, salut.